Un petit jeu de voiture de course qui est très très bien. C'est un jeu de F1 avec du beau graphisme vraiment et de la bonne musique au démarrage. Franchement. Malheureusement des petits temps de chargement qui sont toujours un peu longs. Oui, oh, ça c'est le principe des disquettes. Oui, encore comme tu disais c'est relativement rapide. Hein. Donc tu vois, donc là il charge. Il paraît le artwork, vous voyez. Enfin, on n'avait pas ça sur PC. On était encore au CGA. Ouais, sur PC, il a fallu attendre encore un petit peu pour avoir ce genre de truc. Mais encore là on est en 91. Par contre, quand le VESA est arrivé sur PC, ça a commencé vraiment à poser des problèmes à toutes les autres plateformes. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où toutes ces plateformes ont décroché. Exactement. Oui, parce que c'était devenu vachement plus évolutif. Oui, et puis en plus de ça, c'était beaucoup plus standardisé. Oui. Il y avait un standard commun à toutes les cartes graphiques, etc. Exactement. Enfin, et d'ailleurs, le pilote haut de gamme de l'époque, c'était le pilote intégré en fait. Voilà, c'était ça. Et ça, franchement, ça a vraiment tout changé pour le PC. D'ailleurs, on n'est jamais revenu à cette époque-là encore aujourd'hui. On a toujours des pilotes séparés pour chaque constructeur. Enfin voilà. Donc voilà. Oh, désolé. Il y avait la petite musique qui était sympa. Ouais, j'ai zappé un peu. Mais effectivement, c'est censé appuyer sur le. Parce que je pensais que c'était encore en train de charger, comme ça le fait d'habitude. Donc du coup, non, quand t'as la musique, c'est en fait. Comme il est pas capable de faire deux tâches en même temps, il charge et après il te le. Donc on a des chargements silencieux, hein, contrairement à la Commodore 64. Voilà, donc là t'as le mode. Alors attends. Oui, mode arcade. Alors, clique sur mouse par contre. Tu vas en mouse et tu fais le joystick. Voilà. Et tu te mets en arcade. Bah, j'y suis déjà. Ok, donc, et tu fais start. Hop, start. Oups, raté. Là t'es passé en racing, train. Ah non, t'as passé en mouse. Ouais, c'est repassé tout seul. Bon voilà, on a changé la carte mémoire dans l'appareil. Vous pouvez voir Vroom comment ça tourne. Oui. Ah, y a dommage. Mince, je fais trop de la merde. Je suis en boîte manuelle, alors du coup je me concentre uniquement sur les vitesses. C'est un truc de taré. Ça c'est classique. Oh, c'est vachement dur. Et vous voyez que le jeu est quand même beau. Vous voyez quand vous avez les ponts, les... Voilà, alors il y a du relief, ce qui n'était pas le cas habituellement dans ce genre de jeu. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu, ça fait des bosses, ça fait des creux, etc. Ah oui, alors que habituellement, ils étaient vraiment plat. Et ça, c'était genre Outrun sur Mega Drive, plat. Et d'ailleurs, Outrun sur Atari ST, c'est pareil. Voilà. Et ça, là, c'est vraiment l'une des rolls des jeux de course sur Atari. Hein. C'est vraiment un truc. Et donc, ce genre de jeu, même sur Super Nintendo, habituellement, c'était plat. Ah, on pouvait pas le faire, ça. Mais pour les Super Mario Kart, par exemple. Voilà, exactement. Et ça, vous voyez, c'est sur une machine beaucoup plus ancienne. Et ça va plus vite que Super Mario Kart. Hein. Ah oui, non, ça va vite. Très clairement. Bref, c'est super dur, hein, franchement, comme jeu. Hein, ah oui, non, quand on n'est pas habitué. Voilà, faut vraiment s'y mettre bien. Mais on a une sensation de vitesse qui est quand même assez énorme. C'est vraiment très bien fait. Vous voyez que c'est plus ou moins de la vraie 3D, quoi. Je crois que c'est de la vraie 3D. Alors, c'est vraiment triché sur certains points. Ouais, il y a des trucs qui sont très bien trichés. Hein. Bon, certes, c'est très flou comme graphisme. Alors, par contre, là, le problème, c'est que tu le vois sur un écran LCD. Oui. Je t'assure que sur le CRT d'origine de l'Atari. Ah oui, mais ça floute de telle manière que c'est plus joli, bien sûr. Mais et dites-vous aussi que là, on a 16 couleurs, les gars. Voilà, exactement. Enfin voilà, parce que ça c'est un truc qu'on peut dire sur la Super Nintendo, il y avait je sais pas combien de couleurs affichées en même temps. Et les rétroviseurs ils sont vraiment pas trop mal foutus en plus, quand tu tournes la route elle tourne derrière, c'est... Tu vois les petits détails, comme les rétros. Et ça réagit bien, hein. Vers l'avant pour accélérer, vers l'arrière pour freiner, la boîte à vitesse, et si on est vers l'avant on passe les vitesses avec le bouton les unes après les autres vers la vitesse, vers le rapport. Par contre si on veut descendre, voilà, donc on tire vers l'arrière et puis voilà. Là tu freines et tu changes les vitesses et ça fait changer les vitesses dans l'autre sens. Voilà. Et il y a une jauge en dessous, un compte-tour quoi, qui permet comme ça de savoir... T'as une jauge de carburant, tu peux passer au stand, au pit stop. Voilà, il y a une jauge donc comme je disais en bas pour un compte-tour pour pouvoir savoir à quel moment passer le rapport, etc. C'est vraiment bien foutu. On va passer à Stunt Kart Racer. Stunt Car Racer. Et là, vous allez voir, c'était impressionnant pour l'époque. Pour ceux qui connaissent Trackmania, c'est pas loin. Ça y est. Donc ça va. Vous voyez, c'est encore des programmeurs anglais qui ont fait ça. L'ordinateur était super populaire en Angleterre. Oui. Ils ont une culture spécifique de l'informatique. Voilà, ils ont... Avec le ZX Spectrum. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ils ont beaucoup plus eu le côté jeu sur ordinateur de ce type. Et nous en France, on avait surtout les Thomson, les TO7 et tout ça voilà, qui étaient utilisés dans les écoles. Donc voilà, c'est pareil. Donc là, on a donc soit du single player, soit du multiplayer sur une seule machine, il faut 2 manettes. Soit Computer Link, ben vous reliez les deux machines avec un câble nul modem. Donc on va faire single player, name. Ok. Alors ensuite, il faut choisir. Voilà, donc on se montre qu'on est dans la dernière division. Voilà. Alors on peut faire un practice mode. On va essayer donc un des circuits de la division 2 par exemple.
le roller coaster. Donc là il te montre le circuit. On peut tourner autour, hein, on peut regarder. Je trouvais ça impressionnant à l'époque. Et après on va pouvoir jouer. Et là vous allez, à mon avis, vous allez être quand même assez impressionné par le fait que ce soit entièrement en 3D. Eh oui. Et Ah oui, quand je vous dis que c'est l'entrée de Trackmania, c'est pas loin. Hein. Ah oui, non mais c'est une vieille machine qui était capable, alors qu'elle a aucun composant dédié. Ah non, rien là la 3D tout est fait par le CPU. Voilà, c'est de la 3D. Et il faut savoir que sur PC, ça n'a pas été facile hein, de faire de la vraie 3D. Hein, même bien après. Hein. Doom par exemple, c'est vraiment sur un seul plan, il n'y a pas de relief. Enfin, Wolfenstein surtout, c'est qu'un relief, rien du tout. Que ah oui, Wolfenstein, oui. Doom, il y en a, mais c'est pas des reliefs en pente, c'est tout en angle droit. Je vais me cracher. Ah non, même pas. Ah non, même pas. Eh putain, j'ai de la chance. Donc voilà quoi. Bon, le nombre de FPS est très bas, mais ouais, franchement, ça reste jouable. Quoi. Honnêtement, ça reste jouable. Je vous montrerai un truc qui a un nombre de FPS un peu plus élevé. Mais ça franchement, cette machine, elle a eu une durée de vie assez impressionnante. Hein. Ah oui. Et vous avez du son surtout en même temps que vous avez de la 3D. Il y a des jeux où vous aviez de la 3D mais pas le son. Voilà, j'ai glissé. Ouh, pas loin. On peut tomber. Hein. Il y a le boost. Voilà. Et voilà, il y a un son différent pour quand on est dans les airs, hein, forcément, ça fait pas le même bruit. Ouais, quand on est juste au bord, là, qu'on manque de bouffer les lignes, il y a un son. Et c'est un jeu qui était difficile. Oh là, voilà, là, je suis tombé. Voilà. Et oui, là, c'est de la 3D, c'est quand même vachement impressionnant pour l'époque. Même les petits nuages, là, pour la poussière et tout ça. On a de la grue qui va nous remettre, hein. Mais c'est quand même vachement impressionnant pour l'époque, ce qu'on arrivait à faire. Ah oui, non, mais cette machine était capable de pas mal de trucs. Hein. Et c'est pareil pour l'Amiga, c'est des machines l'Amiga avait des jeux très similaires. Voilà, même des fois les mêmes. Hein. Oui, souvent les mêmes, oui, en effet. On va faire un petit coup de charme à M4. Et qu'est-ce que je voulais dire seulement à propos de ça c'est ce que je voulais dire à propos de l'Amiga par rapport à l'Atari ST, c'est que les deux machines ont eu une durée de vie largement supérieure à ce que, à mon avis, tout le monde s'attendait. Hein. Ah oui, les gens s'attendaient à une machine qui dure 5 ans, elle a duré plus de 15 ans. Ouais, non, mais c'est clairement des machines pour les jeux, en tout cas, ont vraiment repoussé les limites petit à petit de tout ce qui était possible de faire. Et puis c'est des machines sur lesquelles, en fait, il était simple de comprendre, mais on pouvait faire des choses complexes. Voilà, parce que c'était une plateforme unifiée, déjà. Oui. Ça, rien que ça, c'était... On était sur des trucs assez connus, on était sur du Motorola 68000. Ouais. Du coup, tu prenais les jeux que tu avais sur... ça, c'est un jeu français, tu vois, Loriciel. 89, un jeu de tank en 3D. Là, vous avez une petite visualisation 3D du petit tank. Voilà, encore de la 3D. Et on va essayer de faire... Alors, moi, j'aimais bien la campagne de Normandie, c'était cool. Alors, il y a un manuel très complet qui est livré avec le jeu. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça tourne. Petit briefing de mission, donc détruire les bunkers et capturer le campement. Donc, on a plusieurs tanks à une position. 1, 2, 3 et 4, on peut switcher de tank. Donc, si on prend le tank 1, on va pouvoir bouger. Et vous voyez que là, c'est quand même nettement plus rapide. Et c'est de la 3D. Hein. On a les petits campements. Non texturé, hein, pour faire en sorte que ce soit plus facile. Alors, c'est pas de texture, par contre, c'est de la 3D pleine. Donc, voilà. Ça, c'est le petit campement avec le drapeau. Drapeau américain, on est en Normandie. Hein. Oui, d'ailleurs, en parlant de 3D pleine, heureusement que c'est de la 3D pleine, parce que par exemple sur Virtual Boy, il y a eu des trucs en fil de fer, c'était n'importe quoi. Ah oui, oui. On comprenait pas ce qui était. Je crois qu'on a une carte qu'on peut afficher, je sais plus trop comment. F1, je crois, je sais plus. Donc F1, c'est la vue extérieure. Voilà. Et là, franchement, là c'est impressionnant. Alors, on peut tirer normalement, je sais plus comment on fait. On peut charger une roquette et tirer. F3, voilà, ça nous dit en gros, est-ce que notre tank il est endommagé. F4, je crois qu'on a une carte, je sais plus. Ouais, on a une carte. Donc il faut aller jusqu'à la position ennemie qui est un des camps à capturer, donc celui-là, celui-là ou celui-là. La carte me rappelle un peu Arma. Pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, pour vous expliquer comment ça se fait que ce genre de machine, alors que pourtant elles sont plus anciennes que la Super Nintendo, ce genre de truc, était capable de faire de la meilleure 3D, sauf si on prend la Super Nintendo avec le Super FX, mais ça c'est de la triche. Ouais, mais vraiment... le Super FX c'est de la triche, c'est une carte graphique. Voilà, c'est une carte graphique intégrée dans la cartouche, donc voilà. C'est juste que cette machine a des composants spécialisés qui sont vachement sympas à pouvoir détourner de leur fonctionnement, mais surtout, c'est aussi, il y a 2 tonnes de RAM là-dedans par rapport aux consoles. Oui. Donc ça c'était un tank, je l'ai détruit, donc il reste plus rien. Alors le fait qu'il y ait 2 tonnes de RAM, ça permet comme ça de mettre des énormes sprites, des énormes décors. Et contrairement aux jeux qu'on a actuellement, voilà, tu vois, tout est destructible. L'arbre, il a explosé. Il y a des jeux où tout est destructible, ouais, c'est très rare. Il y en a pas beaucoup, hein. Honnêtement. Alors il y a d'autres jeux que j'aurais bien voulu vous montrer, genre Star Glider 2, mais ma disquette fonctionne plus, en tout cas avec cette machine, elle fonctionne avec mon STE, parce que le lecteur est plus récent. Pareil, donc ça je vais leur donner un petit coup dans la gueule. Voilà, donc là, voilà. Et après bon, alors je sais plus comment on fait pour capturer l'avant-poste.
Alors ça c'est une piste pour qu'ils puissent faire atterrir leurs avions. Il faut trouver le drapeau, je crois, et se mettre devant. Voilà, tout en détruisant les ennemis. Alors j'en prends plein la gueule. Là c'est un de leurs campements ou c'est un village, je ne sais plus. On peut détruire les maisons, je crois. Comme à la vraie guerre. Faire des victimes civiles. Voilà, j'ai fait plein de victimes civiles là. Donc les Allemands sont bien Est-ce que tu peux installés. tirer sur les arbres? Oui, bien sûr. Ah bah ça marche en plus. Ouais, y a plus Ouais, d'arbres. ça te fait un rondin, voilà. Là, c'est Un je me rondin suis fait de sang. éclater. Et quand on se fait éclater, on On passe prend un dans autre sang quoi. Alors, sachant qu'il y a plein de trucs qui sont gérés, il y a la gestion de l'essence, il y a une petite boussole pour aider à se déplacer. Et il y a plusieurs vues, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, je jouais uniquement avec la vue extérieure, je sais plus comment on fait, F1. Ouais. Mais on peut repasser en vue intérieure si on a envie. Et ça, c'est pareil, c'était un classique sur Atari ST. Ouais, il y a eu pas mal de jeux en 3D sur Atari ST. Ah oui, énormément. Alors que pourtant, franchement, encore une fois, on est bien plus tôt que la PlayStation 1 par exemple. Oui, largement. Là, maintenant, on a aussi un truc assez extraordinaire pour les Et Flight Simulator 2. Flight Simulator 2 de chez Sublogic. Hop. Et attends, il y a marqué quoi? Ah bah ça fonctionne aussi en monochrome, génial. Et ça fonctionne même mieux en monochrome. Ah bon? Bah, il y a moins de Il couleurs. n'y a pas à gérer la couleur. Ok. Exactement. Et je sais que cette version là sur Macintosh, elle est pas mal non plus. Ah bah. Donc voilà, donc là on cherche Flight Simulator. Alors ça joue, il me semble, alors on a plein de vues, alors il faut lancer la simulation et après lancer le moteur. Ça c'est les vues. Voilà, donc là on peut lancer donc le moteur. C'est un Cessna, donc ça décolle à 60 nœuds. Donc ici. Et c'est vraiment, alors pour l'époque c'est un super simulateur de vol. Il y a plein d'endroits, alors là je sais plus où on est, je crois qu'il y en a à Seattle. Il y a un endroit où tu es à Seattle, il y a un endroit où tu es dans les îles. Et on pouvait acheter des packs de scènes. Alors je dois avoir une disquette qui traîne avec d'autres packs de scènes, mais je sais plus les charger. Ça se vendait très très cher. Et à l'époque, ils te fournissaient la vraie carte de l'endroit, la vraie carte papier, pour que tu puisses te repérer et te former. Donc là. Alors, ça se fait au clavier. Alors ça peut se faire à la souris, je sais plus comment on fait. Mais ça se charge. Et c'est quand même relativement fluide. Hein. Il a chargé l'océan. On peut remettre tous les contrôles au centre. Ça c'est pareil, c'est assez impressionnant pour l'époque. Hein. Et il me semble qu'il y a plein de vues disponibles aussi pour pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Alors je sais plus comment on fait. Hein. Ouais, on peut changer la météo. Cockpit, tower, track, spot, je crois que c'est spot. Voilà, on peut voir l'avion. Alors je sais qu'il y a une combinaison de touches, je sais plus comment on fait pour voir l'avion depuis derrière. Et là on a quand même l'avion affiché, l'environnement 3D autour. Plus l'interface qui est calculée en temps réel. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc là j'ai craché. Bon. Mais alors on a plein d'avions. Donc là le Propler c'est le Cessna. On a des jets, des jumbo jets, des avions de la guerre mondiale, du mode multijoueur. C'était encore un simulateur de vol qui était encore un peu changé là. Qui était encore accès amusement et pas professionnalisme, mais on pouvait quand même se former dessus. Hein. Il y avait notamment la gestion des VOR et des DME, donc tout ce qui est antenne, tout ce qui est radiocom. On pouvait encore se former là-dessus. Et regardez les dates. Voilà, donc, voilà oui. 87. Hein. C'était de la vraie belle 3D. Alors, le manoir du comte de Frozarda. Qui est en plusieurs disquettes. Plusieurs disquettes, c'est un point and click. Ouais. Mais un de ces point and click, tu sais, pas comme Monkey Island ou Day of the Tentacles. Oui. Un truc bien barré, tu comprends rien. Ah bon, à ce point-là. On n'a jamais réussi à le finir. Quoi, c'est pire que Day of the Tentacle et ce genre de truc. Et Manic Minor et Maniac Mansion, ouais. Maniac Mansion, ouais. Voilà, il est vraiment... Par contre, graphiquement parlant, il est sympa. Alors je crois que le conte de Frozarda, bah, en gros, c'est Dracula. Si je me souviens bien. Et en gros, c'est des gens qui ont été enlevés. Tu vois, ils ont changé le curseur. C'est un pieu. Des gens qui ont été enlevés, il faut les récupérer, il me semble. Je sais plus, ça fait très très longtemps. Et je sais que personne dans ma famille qui l'avait n'a réussi à le finir. Et pour trouver une solution. Et quand vous aviez un jeu en plusieurs disquettes, c'est que le jeu était long. Ah bah tu m'étonnes, oui. Parce qu'une disquette à l'époque c'était énorme. Hein. Ouais. Même une disquette, une demi-disquette, hein, c'est-à-dire une non double densité. C'est ça. Ouais, c'était vraiment énorme. Parce qu'il faut savoir qu'une cartouche de NES c'est que dalle. Hein. Ah oui, il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans quoi. On peut en mettre plusieurs dans une disquette. Hein. Largement. Bah, d'ailleurs, tu as des copieurs sur disquette qui existaient à l'époque. Hein. Oui, oui. Alors, même Nintendo a décidé de faire le fameux disc system parce que voilà quoi, ça permettait de faire des disquettes sur la NES, ça permettait de stocker de tonnes de trucs quoi. Donc ouais, donc déjà il y a un scénario et tout, Presky. Donc c'est un jeu qui est français.
On avait beaucoup de jeux français à l'époque. Hein. Maintenant, si tu cherches un jeu français, c'est du Ubisoft. Il n'y en a plus beaucoup, hein, oui. Puis, voilà. puis c'est tout. Bon, il peut y avoir certainement quelques-uns. Alors voilà, comme beaucoup de jeux à l'époque, on a une interface. Pong. Voilà, insérer la disquette C. Alors ça, c'est le genre de truc avec ce jeu en plusieurs disquettes. Ah oui, et il te la demande toutes les 15 secondes. Voilà, c'est ça. Changement de disquette tout le temps, aléatoire. Tiens, passer à la disquette A, passer à la disquette C, repasser à la disquette A, passer à la disquette B. C'est ça. Ce genre de truc. Je suis dans une forêt, je vois des grands arbres. Donc là, tu peux, je crois, cliquer. Alors ça fonctionne en clic celui-là, c'est pas, T'as un peu du de texte. clic, je vois des grands arbres. Alors il y avait du texte aussi. Parce qu'il y avait autrefois des trucs d'aventure au texte. Avancé. Ah bah voilà, c'en est un au texte. T'as les deux, hein, je crois. Demande rejetée. Oh. Aller au nord. Je sais plus honnêtement, je vois. Voilà, c'est ça, regarde des chevaux. Reculer. Je ne comprends pas reculer. Ah ah. Est-ce que la touche Help va m'aider? Non. Enfin, c'est encore des jeux où il faut avoir le manuel. Hein. Non, parce que ce genre de jeu, c'est genre... c'est... Non, il comprend pas, mais essaye de dire aller à la place. Aller en face. Non, il comprend pas face. Aller au nord. Allez, essaye au nord, parce que ce serait franchement juste comme... Je crois que c'est ça en plus. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que fonctionne. C'est les jeux d'aventure textuelle. Voilà. Voilà, après c'est encore aller au nord. Et je suis une route mal entretenue. Je vois une grille au loin. Voir grille. Je ne comprends pas voir. Regardez. C'est très très chiant ce genre de jeu quand tu sais pas comment ça marche. Ah, mais quand t'as pas la notice, je vois une grille au loin. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Bon, allez, nord. Voilà, c'était des jeux totalement au texte. Franchement, ouais, avec du graphisme. Alors, je crois qu'il y a des phases où tu dois cliquer. Je suis devant une grille en or. Elle est ouverte. Je vois une boîte à lunettes. Ramasser. Boîte. Je crois pas ramasser. Prendre. C'est horrible. Si on a la notice, en fait, on saurait déjà les commandes accepter. Voilà, tu vois, donc là, il a pris la boîte. Un objet est en votre possession. Tiens, tape aide juste pour voir. Aide. Parce que peut-être qu'il donne les commandes. Des fois, ouais. Non, il comprend pas. Aide. Non, il comprend pas. Aide-moi. Il va pas te dire. Allez. C'est bien qu'il y avait de l'autocomplétion. Oui. Mais je pense que aller nord fonctionne aussi. Tout le temps. Ouais, peut-être, ouais. Et les graphismes sont jolis hein, pour l'époque. Une mare à l'eau trouble et une cabane. Alors c'est là où on voit quand même comment dire, le nombre de nuances de couleurs qui est très très limité. Hein. Allez cabane, demande rejeter. Rentrer. Voilà. Je n'ai rien fait très sombre. Utiliser. Allumette. A2LU, M. Ouais, sinon c'est des alluettes. De TES. Oui, de TES. De T. Ouais, de T. Ok, d'accord. Utiliser boîte. Ouais, peut-être utiliser boîte. Non. Allumer. Le feu. Putain, mon M il... Ah, ton M déconne. Voilà, bon, voilà. C'est généralement comme ça qu'on reste bloqué sur ce genre de jeu. Hein. Voilà. Mais il est très bien sinon, pareil, c'est un grand classique. Voilà, c'est des jeux d'aventure texte. Ça, c'est le genre de choses qu'on connaît plus vraiment aujourd'hui, même s'il en existe encore. Oui, bien sûr. Notamment dans la scène indé. Alors, je voulais vous montrer Armour Gédon, mais ça va prendre trop de temps. Et je connais peu, donc on va lancer directement Carrière Commande. Ah, il est là. Alors, Carrière Commande. Un jeu en 3D. Un jeu de chez Rendered. Une super bande son. Et encore une fois, la malgré qu'il y ait 16 couleurs. Si j'ai cette couleur. Ça ce genre de truc, ça c'est presque. Faudrait le numériser et l'encadrer, tu vois. C'est très difficile de faire des rendus corrects avec seulement 16 couleurs. Ouais, mais de loin ça passe. Hein. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Alors là, faut pas oublier de bien sélectionner sa langue, donc français. Ouais. 2, c'est surtout celle que je pourrais pas, là. Ah oui, en allemand, là. Ah bah voilà, là c'est le mauvais 3. La protection
du programme. Alors, vous ne tiendrez pas en compte des numéros du chapitre, des en-têtes et des caractères en gras. Vous avez 3 tentatives pour trouver le mot avant que le programme soit effacé. Eh ben. Et c'est vrai, il formate la disquette. Sauf que là c'est la disquette d'origine, donc normalement il peut pas. Page de 3, toute façon, paragraphe tu peux 1, mot 7. Donc page 3, paragraphe 4. Non, page 55. Et c'est. Ouais, effectivement. Non, ça c'est l'exemple qu'il nous donne. Et c'est, ouais, effectivement, ça correspond bien. Donc page 55. Donc c'est pour ça que là, il faut avoir le manuel quand on achète le jeu. Bah ouais, c'est marrant ce genre de façon de pouvoir. Page 55, eux ils utilisent le manuel quoi. 1, 2, 3, 4. Et mot 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. Et voilà. Voilà comment on protège un jeu à l'époque où il n'y avait pas tout ça. Alors sachant qu'il y a aussi une protection anti-copie de la disquette, tu ne peux pas la copier comme ça, mais ils te disent qu'il y a un copieur qui est intégré en fait. D'accord. L'astuce c'est de démarrer sur un bureau gemme. Tu mets la disquette, tu la lis, et là tu retrouves un programme en .prg qui te permet de copier la disquette. Ok, bon. Enfin des copies de sécurité. Donc là, on va faire un action game. Génération du monde du jeu. Alors on pouvait sauvegarder et tout, c'était un jeu qui est très long. Je me suis planté, action game, c'est Thermopyla, c'est pas le bon. Est-ce que je peux quitter? Yes. Start strategy game, pardon. Je confonds toujours les deux. Voilà, donc là on est... Attends, ou alors je confonds. Merde, je crois que j'ai confondu. Est-ce qu'il peut m'afficher la carte? Non, ça va pas. Effectivement, non, j'avais bon tout à l'heure. Donc on va encore se rendre. Donc pareil, là le jeu est en anglais, vous voyez. Et c'était un action game, je ne suis pas trompé. Donc le but dans le jeu, c'est de capturer des îles. Alors je vais vous montrer la carte du monde qui est gigantesque. Hein. Voilà. Votre réseau d'îles, c'est les îles bleues, elles produisent des ressources, elles produisent des armes, elles produisent, voilà, elles produisent des trucs où elles gardent vos troupes. Et le but c'est d'aller capturer donc, les îles en rouge qui sont les îles de votre ennemi, de manière à avoir un réseau. Donc tu peux afficher les réseaux avec ressources, sachant que si tu as une île ici là, qui fait de la production, et que de l'autre côté tu as une île rouge, bah, ton cheminement est bloqué, du coup ton porte-avions ne peut plus se ravitailler. Ce qui est assez bête. Tu peux gérer le ravitaillement par ici, en faisant tes commandes. Donc tu rentres tes commandes, clac, le nombre, et après tes usines vont produire, et une fois que tout est produit, tu fais venir un petit bateau qui rentre à l'arrière de ton porte-avions, qui va te permettre de récupérer tes denrées pour pouvoir sortir des petits avions, des petits overcraft, ou sortir des bombes, des systèmes de communication, des bombes IEM pour pouvoir pirater les centres de contrôle des îles et prendre le contrôle. Plein de trucs comme ça. C'était un jeu qui était vraiment intéressant à l'époque, avec une grande carte. Et donc comme je disais, le réseau, alors après on peut aussi choisir voilà, le type d'île. Alors on a l'île, ce qu'on appelle stockpile, en fait c'est l'île qui va faire notre stock. Donc toutes les denrées vont transiter jusqu'à l'île stockpile. Et quand on approche de l'île stockpile, elle peut nous envoyer le petit bateau pour pouvoir récupérer nos pièces, tous nos trucs. Donc on va essayer de faire une attaque. Alors pour cela il faut que j'équipe un avion. Alors moi j'aime bien l'équiper de trucs comme ça. Alors sachant qu'il ne faut pas faire le con non plus. T'as un poids maximum à respecter. Il faut pas mettre faut pas qu'il soit non balance. Oui, bien sûr, voilà. Si on en met que deux, il faut qu'il y en ait un voilà, de chaque côté. Il faut que ce soit symétrique. Oui. Alors au milieu tu peux mettre une bombe par exemple. Alors elles sont chiantes à utiliser mais bon, c'est pas grave. Ensuite on va le sortir. Je vais vous montrer une méthode pour capturer une île rapidement. Vous voyez c'est un 3D mais c'est de la belle 3D franchement. On va le sortir, donc vous voyez la 3D. Je vais demander de lancer en automatique le Manta 1. Donc vous voyez, ça c'est pour faire la même chose. Nintendo a eu besoin de rajouter une puce à l'intérieur de la cartouche. Exactement, c'est ce que je me disais à l'époque. Alors maintenant, je vais juste sélectionner le missile, je vais désactiver le pilotage automatique, je vais monter la vitesse. Alors faut pas trop s'éloigner non plus du bateau, le monde est limité en taille. Et après je vais prendre le contrôle à la souris. Et là vous allez voir comment c'est fluide. Impressionnant. Alors le but, soit vous allez pirater le petit centre de contrôle en envoyant un petit overcraft sans se faire bouffer par les défenses ennemies, le petit centre de contrôle qui est ici, soit vous le dégommez. Et vous voyez les missiles en plus. Voilà. Maintenant, l'île Thermopyla, c'est une free island. Donc je le remets en automatique, il va aller se... Malheureusement, il y a encore les défenses qui sont encore actives pendant 15 secondes après que tu aies détruit le centre de contrôle. Je le renvoie au petit porte-avions, sachant que le porte-avions est pilotable, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Autour, vous avez une tourelle. Alors il y a une technique qui permettait aussi de s'approcher à max de l'île. Et si vous avez le centre de contrôle qui était assez mal placé,
vous tirez dessus au laser et puis voilà. On peut déployer aussi donc sur le côté des flares et des drones autour, donc avec des configurations spécifiques. On peut les sortir. Et par exemple si je prends mon petit Walrus, donc c'est les petits porte-avions, enfin les petits hovercraft, je vais les équiper. Alors il faut les équiper non pas d'une bombe à virus qui permet de pirater le cendre, ça c'est si on le détruit pas, mais on va par exemple l'équiper. Alors j'ai envie que mon île ce soit pas une île de défense. Si c'est une île de défense, je vais reconfigurer ça comme une île de défense, donc je balance un petit centre de commande dans le Walrus, je le fais sortir, donc là on est à l'arrière, je prends le contrôle, j'enlève l'autopilote. Alors on est limité en vitesse sur la flotte, mais par contre quand on arrive sur Terre on n'est pas limité en vitesse. Donc là je tourne, voilà, et tu vois là, les trucs qu'on a placés tout à l'heure, les trucs qu'on a placés tout à l'heure, c'est les petits carrés qu'on avait tout à l'heure, mais ils apparaissent dans le monde 3D. Et là on va se diriger gentiment vers la plage. Alors, je vais voir si je peux pas augmenter la vitesse. Non, je crois que je suis limité sur l'eau et pas sur la Terre. Et tu vois d'ailleurs comme l'île a été détruite, tu as le gros centre de production qui est la centrale de l'île en fait. Tu sais, le gros machin qui est en train de se détruire, tu sais, qui passe en fil de fer. Voilà, donc là je vais bientôt reach la plage, donc il va te le dire, un petit message en bas. Et c'est un jeu de stratégie hein, parce que l'ordinateur derrière il est redoutable. Vous lui capturez une île, lui il va t'en capturer 5. Et on peut le croiser, l'ordinateur, on peut croiser le vaisseau ennemi, et dans ce cas là il faut essayer de le tuer. Donc là je vais avancer. Alors moi j'ai toujours une astuce, c'est pour pouvoir lâcher ce genre de trucs. Alors là, est-ce que tu peux augmenter la vitesse? Ouais, je peux augmenter la vitesse. Ouais, là c'était bien ça. Donc, bon, l'animation est quand même rapide. Et moi je vais la baisser, en tout circuler. Alors pareil, la jauge de vitesse c'est pas top, mais je crois qu'il y a un raccourci clavier. Ça c'est pour le commandement à distance. Et moi je vais utiliser... J'essaye S, on sait jamais. Je vais utiliser donc là, alors ça c'est pour larguer les bombes ou pour larguer les centres de contrôle. Voilà, donc là il me laisse pas le larguer ici. Parce qu'il faut de la place autour en fait. Voilà. Ah non? No de suitable place? What the fuck? C'est bizarre qu'il me laisse pas le larguer. Ah ça y est, il a été droppé. Il faut vraiment qu'il y ait un range qui soit totalement clear autour. Et normalement si je tourne un peu, je devrais peut-être le voir en train de se construire. Voilà, il est là. Alors faut pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se cogner dedans, parce que déjà vous allez détruire votre vaisseau, et vous pouvez détruire aussi l'appareil en construction. Et ces trucs là coûtent super cher en ressources, pour pouvoir le construire. Et normalement il y a un moyen aussi de stopper le truc, mais je sais plus comment on fait. Et là vous pouvez le voir se construire en fait, au fur et à mesure. Alors, donc là c'est le l'isométrique, mais à un moment ça se construit. Après il va reconstruire toutes les défenses, ou il va pas les construire. Dans ce cas il va construire les usines. Si on va demander un mode factory ou un mode, je crois que le dernier c'est il y a défense, factory et fuel. Fuel c'est l'une aussi des plus importantes. Ça fournit le carburant non seulement des petits hovercraft, mais aussi des avions et aussi de l'huile, parce que pareil on a aussi à gérer l'huile, avec gérer les réparations. Ça va très très loin. Alors il y a un frère spirituel à ce jeu qui s'appelle Hostile Waters, qui est sur PC. J'ai peut-être un CD qui venait de PC jeu. Ouais, j'en ai là. Ah, vous voyez, ça y est, le centre a popé. Donc il y a Hostile Waters, voilà, qui son frère spirituel sur PC. Vous voyez, je l'ai capturé sur île. En 2000. Ah oui, d'accord, c'est voilà. bien après. C'est bien après. D'ailleurs ce jeu est disponible sur PC aussi, hein. Mais en noir et blanc, enfin en moche, vraiment. Oui, vous avez vu le message qui s'est affiché tout à l'heure, Pilatus is now on Enemy Island. Et en fait vous voyez j'ai capturé une de ces îles, il m'en a pris pendant le temps que je jouais. Et on va peut-être essayer de tourner un petit peu autour du centre de contrôle. Voilà, Walrus is blocked. Ouais forcément, parce que j'ai touché un mur. Je vais essayer de tourner autour parce que pour vous montrer qu'en fait, voilà, vous voyez la fente rouge qu'on a ici, en fait c'est là où il faut glisser la bombe à virus si jamais vous arrivez à arriver sur l'île sans vous faire tuer et que vous arrivez à balancer la bombe à virus. Et dans ce cas-là, vous capturez l'île et l'île conserve les propriétés qu'elle avait au départ. Donc si c'était une île type défense, ça reste une île type défense, une usine ça reste une usine, tout ça.
Et c'était franchement un super jeu. Si je le remets en No Course 7. Oui, alors pour le mode automatique, il faut lui dire d'aller... Voilà, faut zoomer sur le bateau, faut lui dire, faut lui donner un point. Alors je sais plus comment on fait, prog, voilà, course 7, et il va aller en autopilotage directement derrière. Voilà. Et pareil, on peut piloter aussi le bateau, comme on veut quoi. Faut faire gaffe à la profondeur, enfin, voilà, sinon on s'échoue. Et c'était un jeu bien sympa. Donc je vous disais en frère spirituel c'est ça, au Still Waters, qui est vraiment excellent, hein, quasiment aussi bien. Pas fait par les mêmes? Non, c'est Red Software là ici. Là c'était Synolis, très connu. Hein. Et il y avait Carrière Commande qu'ils ont ressorti, mais c'est vachement moins bien. Carrière Commande GAEA Mission, qui a été sorti récemment par ceux qui font Arma. Alors je sais plus qui c'est qui fait Arma. Ah non, je sais pas, je pourrais pas dire. Je vous mettrai ça en bas. Voilà, mais qui est vachement moins bien et ils ont sorti ça sur 360 PS3 et PC. Et c'est vraiment moins bien. Bon, ben on va pouvoir conclure un petit peu sur cette machine des années 80 quoi. Bah oui. C'était l'époque où quand t'achetais un ordinateur, bah, fallait que tu saches t'en servir. Déjà. Ah oui, complètement, mais enfin bon, et encore, ça, franchement, là, ça va. Franchement, ça commençait à être mainstream l'ordinateur. Tu mets la disquette, t'allumes, ça démarre. Ah oui, sur énormément, vous avez vu, hein, sur énormément de programmes, on était à la disquette, ça démarrait. Voilà. Sauf que ça décide de planter. Mais oui, bon. et il y a une interface graphique. Oui. Je veux dire, imagine, sur PC, c'est pas du tout ça. Tu mettais la disquette, tu devais changer de lecteur, trouver le bon fichier Moi, le pire exemple, enfin, sur les PC que t'achetais quand t'achetais un Tandy ou quand t'achetais un Gateway, il n'y avait pas trop de soucis parce que t'avais plein d'interfaces. Enfin, ils mettaient les interfaces graphiques justement pour les utilisateurs normaux. Non, moi, le pire exemple que j'ai, c'est le Commodore 64. Ah oui, non, c'est une horreur. Alors, si tu ne suis pas les instructions qu'il y a marquées sur la cassette ou sur la disquette, parce qu'il y a des disquettes sur Commodore, ou dans la notice, ou dans la notice, tu es incapable de charger un programme. Oui, bah oui, il faut taper run machin. Run, tu sais pas quoi. Étoile, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est ça. C'est de truc. Oui, c'est run guillemets, machin truc. C'est du grand n'importe quoi. La Commodore 64, c'est impossible à utiliser comme ça. Et voilà, ça, cette machine, comme je disais, la plupart du temps, tu mets la disquette, t'allumes le machin, tu vas sur le jeu, quoi. Là, ça marche bien. Et puis pour les programmes, voilà, souris, clic, voilà. Donc oui, comme tu disais, c'est une machine qui était quand même relativement simple pour les gens. Et surtout, c'était vraiment la première machine des hackers, comme diraient nos amis nord-américains, parce que c'était des machines qui étaient ultra modifiées. Je veux dire, celle-là de base, elle n'a pas le lecteur double densité, on a installé un lecteur double densité. Voilà, doubler la RAM. On a doublé la RAM, on pouvait brancher plein de trucs dessus, clavier MIDI. C'était une machine de compositeurs. Il y a énormément de compositeurs, de chanteurs, même des rappeurs, beaucoup de rappeurs, qui ont composé toutes leurs mélodies là-dessus. Bah oui, vu qu'il y a le MIDI, on peut mettre facilement à séquence. Voilà, et puis derrière, quand on avait un Megadram, faut se dire que c'est quand même énorme pour l'époque. Pour du MIDI, parce qu'on peut stocker énormément dans un Megadram pour du MIDI. Mais en fait, en plus, le MIDI, globalement... Et pour le MIDI, on a une disquette, tu peux avoir 1 heure de musique, quoi. Sans problème. Ouais, sans problème. Donc, c'était vraiment, clairement, ça c'était bien pour s'en servir comme séquenceur, c'était machin. Ah oui, bon là je vous ai montré 2-3 jeux, bon c'est des jeux de mon enfance, mais j'avais aussi Another World, enfin les classiques. Voilà, ce genre de jeu en effet. Voilà, c'est Another World de Eric Chahi. Donc tu disais que c'était une machine qui était modifiable à mort, etc. Ouais, mais même maintenant, je veux dire, il y a des gens, ils remplacent les CPU, ils mettent des coprocesseurs, ils font vraiment des trucs de fou. C'est comme l'Amiga. Sur le 520 STE, parce que c'est plus facile, ils collent quand même 4 mégas de RAM. Voilà, c'est comme l'Amiga, c'est comme l'Amiga, c'est une machine où on peut modifier n'importe quoi. Bon, l'Amiga a un énorme port d'extension sur le côté et une sorte de trappe dans laquelle on peut ranger des trucs, genre par exemple l'expansion RAM, ce genre de choses qu'il n'y a pas là-dedans. Il y a plein de bidouilles qui peuvent se faire à l'intérieur. Exactement, là c'est plus difficile à bidouiller, mais c'est moins cher à bidouiller. Oui, en plus c'était des machines qui étaient relativement au même prix, et ça c'est sorti en même temps qu'un autre truc qu'on oublie beaucoup, c'est le fameux Macintosh. Oui, le Mac Standard. Voilà, le Mac Standard qui coûtait un prix fou, et je me souviens, mon père m'a raconté, ça s'achetait chez les informaticiens, mais théoriquement la FNAC pouvait en avoir. Et quand tu allais au rayon informatique de la FNAC à l'époque, tu leur demandais bonjour, je voudrais un Atari ST, ils te répondaient, c'était le rayon où tu avais quasiment que du Macintosh, ou des trucs PC. Attaque quoi? Tu sais, les mecs ils faisaient genre ils te méprisaient, alors que c'était des machines, mais de fou furieux. On a sorti des jeux de malades là-dessus, encore une fois un petit peu plus sur l'Amiga. L'Amiga avait surtout un meilleur son en fait sur le jeu et des meilleures couleurs. Mais là-dessus on faisait déjà des trucs extra. Non, mais l'Amiga était une machine très et sur l'Amiga, sur le 2000,
Quand tu collais un toaster à côté sur l'Amiga, tu pouvais faire du montage vidéo. Et en fait, ils se complétaient bien, parce que d'un côté, tu oui, il y en avait un qui faisait plutôt la vidéo, l'autre qui était sur l'audio, voilà. C'est un qui avait un audio qui était meilleur mais inexploitable, l'autre qui était, disons, plus bidouillable, on va dire, si on a un fer à souder et qu'on est doué, et l'autre qui était plus bidouillable si on avait beaucoup d'argent et des trucs à acheter à côté. Mais à l'époque, c'était la génération fer à souder, de toute façon. Oui, en plus, oui, clairement. Mais bon, voilà. Maintenant, plus personne va oser, t'achètes un truc. Bah, tu vas difficilement compléter. T'achètes un truc comme ça, alors moi j'ai voulu changer le SSD, bah non. Non, même pas. Ah si, pour 400 € on peut changer le SSD, c'est que j'ai acheté la machine, donc non. non, mais voilà, voilà. Bon, faut pas acheter un Mac, ça c'est clair. Donc on était en train de parler d'ailleurs. Faut pas acheter un Mac, tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il y en a deux derrière. Ouais, non, c'est-à-dire faut pas acheter un Mac si on a envie de le bidouiller. Non, ça sert à rien, la bidouille. Il y en a qu'un que je connais qui fait ça, c'est Pierre Dandumont, là, tu sais, le gars du journal du lapin qui est aussi sur Canard PC. C'est le seul qui arrive à greffer des cartes graphiques externes là-dessus. Oui, non, mais de toute façon. Lui, il est complètement fou. Oui, non, mais voilà quoi, c'est complètement. C'est très difficile. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, les Macs de l'époque, c'était déjà le même problème, plus difficile à bidouiller, etc. Et beaucoup moins d'extensions intégrées directement dedans. Surtout hors de prix. Les PC, c'était pas vraiment les jeux, c'était plus pour les pros, mais voilà. Et ça a gardé cette image. Tu te souviens des pubs oui, ça a gardé cette image pendant très longtemps. AMEMAC, AMEPC, la pub où ils font complètement du PC bashing, voilà, en disant qu'en gros, ouais, un PC c'est très bien pour faire des tables de traitement de texte. Sauf que c'est des conneries, sur un PC on fait du jeu depuis longtemps. Oui, exactement, d'ailleurs on en fait beaucoup plus que sur du Mac. Hein, exactement. Depuis mais bon, voilà, et donc les Macs c'était un peu le même problème, c'était plus pour la productivité aussi que pour les jeux. Oui. Leur interface était clairement. Et par contre, pour les graphistes et pour les mecs qui travaillaient dans l'imprimerie et qui faisaient. Je sais pas moi, des couvertures de magazines, le Mac c'était un truc génial. Voilà, bah, en fait le Mac c'était l'image, l'Atari c'était le son et l'Amiga c'était la vidéo. C'était un peu ça. Et le PC c'était. Et le PC c'était la compta, les tableurs, la compta, le travail en général. Le boulot. Et parce que le PC avait. Quand t'achetais un vrai PC, t'avais un vrai mode 80 colonnes par exemple. Voilà, oui, exactement. Il y avait beaucoup de trucs que les PC n'avaient pas, mais il y avait beaucoup de trucs que les PC avaient que les autres avaient pas. Enfin, je veux dire, chacun se complétait. Oui, ils se complétaient tous, mais bon, il fallait être immensément riche pour pouvoir acheter. Voilà. Genre truc. C'est comme les mecs qui arrivaient à s'acheter une Neo Geo à l'époque. Voilà. Et petit à petit, le PC a fini par engloutir tout un par un et a fini par devenir une plateforme universelle. Exactement, comme on l'a dit au début, en fait, c'est surtout grâce au premier PS2 en fait. On avait les cartes d'extension. Voilà, oui, enfin, c'est ça qui a vraiment démarré tout le truc. Non, mais il y avait de l'extension avant, mais c'était pas aussi. C'était devenu. Ils ont pas réussi à imposer le standard en fait. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, il y avait par exemple tout ce qui est Mac de nos jours, c'est des PC en fait, en termes d'architecture. On va dire, oui, c'est un processeur Intel. Voilà, exactement. En fait, le PC a littéralement tout englouti sauf les smartphones en fait, qui sont. Enfin, il y en a certains sous Atom, mais bon. Oui, quelle est la différence entre cette machine et cette machine? Bah celle-là elle est sur PowerPC donc c'est pas un PC. Voilà, c'est pas un PC vraiment, c'est pas un compatible PC. Voilà, c'est pas un IBM PC. Par contre ça c'est un compatible PC. Voilà, ça c'est un IBM PC, c'est en gros l'IBM PC a remplacé tout. Alors qu'avant, ce que tu as montré avant, le PowerPC était plus proche d'un Atari ST par exemple que d'un IBM PC. C'était un petit peu une évolution, enfin pas une évolution mais c'était dans le même esprit que le 68K. Et il faut savoir aussi d'ailleurs à l'époque que les Mac standard, c'est le Mac les Mac de l'époque, c'était tourné avec un 68K, à tel point qu'il existe, alors j'ai retrouvé un article là-dessus, mais je n'ai pas retrouvé la carte, une carte que tu branches dans la cartouche, c'est dans le port cartouche. Qui te fait en fait un Apple II, non? Qui t'en fait un Macintosh. Ah, carrément un Mac standard. Oui. Avec le BIOS du Mac et tout, et ça tourne même mieux que le Mac standard. Non, mais il y a eu plein de trucs chelous comme ça. C'était vraiment la bidouille à mort, mais d'ailleurs, je vais créer l'article du journal du lapin dans la description, comme ça vous pourrez voir un petit peu, parce que Pierre Dandumont en a un. Et il y a un truc marrant aussi qui s'est fait à une époque, c'était une carte d'extension pour les Mac à l'époque où les Mac commençaient à perdre de vue. Qui te collait un processeur Intel. Qui te mettait un PC dedans, voilà, c'est ça. Ouais, ça s'est fait beaucoup. Ça c'était très drôle. Sur l'Amiga aussi, sur l'Amiga 2000, tu pouvais utiliser des cartes d'extension PC. Oui, non, il y avait plein de cartes d'extension sur l'Amiga 2000. Mais l'Amiga 2000 c'est quand même une grosse bête. Je vous le ramènerai pas. Je vous ferai une vidéo peut-être quand je serai à nouveau chez moi. Je vous le ramènerai pas là parce que c'est vraiment une grosse bestiole. En taille ça fait à peu près, en empattement à peu près un Atari ST, enfin 2 fois en largeur et en hauteur c'est comme ça quoi, c'est vraiment génial. C'est une énorme machine. Et c'était littéralement fait pour l'extension à mort. Voilà. Mais derrière c'est un Amiga 500. Hein, voilà, c'est un Amiga 500, mais un Amiga 500 extrêmement évolutif. D'ailleurs celui que j'ai est un Amiga 500 à vitam aeternam parce que j'ai pas la puce qui fait... oui, t'as pas ce qu'il faut quoi. Parce que elle est HS. Bon après à la limite, peut-être qu'un de ces jours t'arriveras à trouver une carte pétée en deux. En fait il y en a sur le net mais je peux pas les acheter quoi. Ouais non mais je veux dire, peut-être qu'un jour tu trouveras un Amiga... Peut-être que j'en retrouve un autre parce que en fait cet Amiga 2000 je l'ai trouvé en échec. Bah oui, c'est un Amiga 2000 Kratos,
qu'un Amiga 500, on va pas cracher dessus. Non, c'est ça. C'est ça. Voilà, bon, c'est juste un Amiga 500 extrêmement gros. Voilà, c'est juste un gros Amiga 500. Mais bon, on peut mettre un deuxième lecteur disquette en interne. Enfin, voilà, oui, il y a quand même quelques trucs. Voilà. On peut mettre un disque dur. Et on peut même mettre les premiers lecteurs CD, il paraît. Ah oui, c'est vrai, oui, on pouvait, oui. Ouais, après, mais je crois qu'il te faut une carte d'extension pour faire ça. Ouais, comme beaucoup de choses à l'époque. Oui, non, mais c'est surtout que pour les premiers lecteurs CD, ils se branchaient sur la carte son. Ou des trucs de genre. Ouais, des trucs un peu bâtards. Des trucs vraiment chelous. Ouais, c'était n'importe quoi les premiers lecteurs CD. Je me souviens, ouais, dans les lecteurs CD, ils étaient en SCSI déjà. Oui, voilà, il y avait du SCSI ou alors il y avait de l'IDE branché sur la carte son comme il y avait sur PC. Il y avait du IDE, du vrai IDE, et t'avais du IDE à tapis aussi. Ouais, oui, voilà. Et l'IDE, le vrai IDE, t'avais des problèmes de compatibilité énormes. Non, c'était n'importe quoi. Comme ils se prenaient pour un disque dur. Voilà, exactement, ça c'était de la Et un disque dur, c'est partirable à chaud, donc ça marche pas. C'est n'importe quoi. Non, c'est la galère totale pour les lecteurs CD, la galère totale. Comme je disais, le plus fréquent, c'était le lecteur CD branché sur une sous-blaster. C'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. C'est comme un truc qu'on a gardé en fait du monde où on a eu le PC qui a commencé à évoluer avec la Sound Blaster et la Sound Blaster est devenue associée au jeu. Le port MIDI qui sert de port joystick sur la carte son, c'est un truc moi qui m'a toujours rendu un peu fou. Oui, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment. Et de toute façon, ce port joystick, honnêtement, on l'a pas visé longtemps. Oui. Parce que quand il est arrivé. USB un peu plus tard. Ouais, c'est ça, quand il est arrivé, tout le monde l'utilisait. Moi, je sais que j'avais un joystick, j'avais même un volant qui utilisait cette prise. Et je crois qu'un an et demi après, t'avais l'USB qui avait débarqué. Exactement. Et tout. Mais sur les PC standards, c'est là d'ailleurs où l'Atari ST ou l'Amiga, on voit bien que c'est beaucoup plus orienté jeu. Il n'y a jamais eu le concept du port joystick. Jamais. Exactement, là, dessous, on a. Voilà, ça c'est des vrais ports joystick. C'est pas montré. C'est pas des ports. Il y a vraiment marqué joystick dessous. Voilà, c'est pas des ports, on va dire, réutilisés venant d'autres choses, quoi. C'est des ports joystick. Alors je te dis si ça se voit bien. Voilà. Remonte un peu plus. Ouais. Voilà. Hop, tac, tac. Voilà, donc là vous voyez bien là, c'est vraiment, voilà, on a joystick et souris ou joystick. Voilà, et sachant qu'on peut brancher 2 joysticks sur la machine. Maintenant de nos jours, on arrive à émuler ce genre de machine. Alors déjà à l'époque avec un simple Pentium 3 tu pouvais le faire. Même avant, même sur un Pentium 2 ça va tourner. Mais on émule sans problème ce genre de machine sur un téléphone portable. On l'émulait sur la Nintendo DS aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Avec un leaker. Ouais, c'est vrai, avec H Atari, je crois. Ouais. Le même programme qui est sous Linux. Et sur la Wii aussi. Sur la Wii. Ouais, bon, après la Wii, ça commence à être. Ouais, mais quand même, c'est quand même un petit monocœur. Tu vois, l'équivalent Pentium 3, hein, quand même. Ouais, mais tu vois, la Nintendo DS, c'est encore plus impressionnant parce que. Oui, il n'y a que dalle. C'est une Nintendo 64, hein, faut pas oublier. Oh non, même pas. En performance. Oui, enfin, non, même pas. C'est même en dessous, je pense. C'est un peu moins. La résolution est vachement plus faible. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Tu vois, Super Mario 64, tu le compares de Nintendo 64 à la DS. Ouais, clairement, il est moins fluide sur il est moins fluide et il est plus anguleux, il y a plus d'aliasing. Clairement, la Nintendo DS, c'est juste c'est du matériel extrêmement faible. Hein. Mais la technologie a énormément évolué. Hein. Et c'est dommage d'ailleurs que Motorola ne sort plus de processeur. Oui. Si, peut-être encore sur la. Non. Sur quoi tu penses? Sur Wii U. Non. Non, même pas. C'est des Non, c'est NEC. C'est du NEC. C'est NEC IBM. C'est NEC IBM, donc Motorola ne sort plus de processeur. Non, Motorola, ça fait très longtemps qu'ils sont plus dans le game. C'est dommage. Ouais. Non mais Motorola, de toute façon Motorola a toujours été une marque très respectable avec énormément d'inventivité. Et c'est franchement une marque qui a révolutionné le monde, mais à chaque fois ils font ce genre Motorola. de... Oui d'ailleurs, tu vas faire un Motorola. C'est un Nexus 6 Motorola. Et voilà. Mais Motorola a toujours eu un sérieux monstrueux. C'est peut-être des fois ce qui les perd des fois. Parce que si ça se trouve, quand ils ont fait ce processeur, ils voulaient l'améliorer, mais ils voulaient tellement faire bien. Avec le 68030. Mais je veux dire, il coûtait cher. Voilà, parce que voilà, c'est ça. Ils voulaient faire tellement bien qu'à mon avis, ils ont eu du mal à le produire à grande échelle ou ce genre de trucs. Alors du coup, ils se sont fait dépasser par les autres marques. IBM a eu le même problème. En fait, pourquoi Apple est passé du PowerPC à Intel, c'est parce que derrière IBM, les fréquences qu'ils promettaient, ils n'arrivaient pas à les atteindre. Ça consommait à mort. Ça chauffait beaucoup. Oui. Et ensuite, ils ont fait le sel. Voilà. C'est le même problème. Et même problème sur le sel. Et au final, t'as pas les perfs. Bah oui. Non, mais c'est très difficile de vaincre Intel à ce jeu-là. Hein. Tu dis vague. Donc ouais, on va essayer de conclure un petit peu sur cette machine qui était une machine extraordinaire pour l'époque et qui était vraiment pas chère. Là, un truc qui nous reste encore à faire avec cette machine, c'est donc la connecter à un clavier, hein, on va bien rigoler. Et quand je dis un clavier, c'est pas un clavier, c'est un clavier MIDI quoi. Voilà, et il faut qu'on chope surtout Cubase. Ouais, il faut trouver. En version craquée. Ouais, voilà, et on essaie de... Toi tu sais jouer de la musique, tu sais comment? Non, moi non plus, donc ça va être absolument... Ça va être juste pour faire muse avec ça. Voilà, on va faire muse avec ça. Et puis il faudra aussi qu'on le démonte pour voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Exactement.
Exactement. Et vous verrez que c'est des composants super standards pour l'époque et que c'est... Il y a quand même du SMD quand même à l'époque, quand même des composants montés en surface. On pourrait dire que... Et puis quand on le démontrera, on remplacera aussi les Voilà, barres c'est ce que j'allais dire. C'est ce que Tant qu'on y est. C'est ce que j'allais dire. Le seul petit défaut qu'on pourrait trouver à cette machine, c'est que l'alimentation est intégrée. Et ça, l'alimentation, c'est souvent une grande source de condensateurs. Alors justement, bon, après ils ont 30 ans les condensateurs. Oui, ils ont 30 ans les condensateurs, c'est clair. Donc ils commencent à plus être bons. Par contre, je sais qu'il y a... alors j'ai vu ça sur c'était une page Facebook Atari STO User, je crois. Il y a un gars qui a refait carrément une ligne complète avec des composants modernes. Ouais. Où t'as même plus de condensateur, c'est tellement filtré. Oui, Là-dedans, tu peux rentrer du courant absolument non filtré, il n'en a rien à foutre. C'est un truc de fou. C'est sûrement pour ça qu'avec les condensateurs complètement pétés, ça marche encore. Ah oui, c'est sûr. Parce que... Mais je pense, tu vois, qu'il y a des bugs qu'on a eu là, ou des disquettes qui passent très mal. Oui, c'est peut-être à cause de ça. Oui, ça. Oui, ça peut peut-être venir de ça, en effet. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On aura peut-être Fabien encore. Ouais. J'espère qu'on aura Fabien. Oh, ouais. En tout cas, moi, théoriquement, je suis là jusqu'en août. Donc, je devrais pouvoir avoir Fabien jusqu'en août. Voilà. Allez, salut.